Bonjour à tous et bienvenue dans le 76e numéro du podcast Orge Capital. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en ce début de semaine pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et l'actualité du Paris Saint-Germain, c'était le match samedi contre Bordeaux. On va revenir dessus et ensuite se projeter sur le match de Ligue des Champions qui attend le Paris Saint-Germain face à Manchester, la finale du groupe H. Mais avant de revenir sur tous ces thèmes, je vais déjà vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse, en ce lundi, en ce début de semaine? Salut à tous, écoute, ça va, j'ai pu aller chez le coiffeur, tout va bien. C'est-à-dire, le coiffeur est passé par là. La réouverture des commerces, t'as profité. Ah, grave, j'ai pris rendez-vous tout de suite. On le voit, bien dégarni au niveau des cheveux et de la barbe. Il s'est fait beau pour la Ligue des Champions. J'ai perdu 15 ans, Donc maintenant, tu as 20 ans, c'est ça? 30. Ouais, 30 ans. Euh, je voulais te rajouter un peu. Ouais, mais là, c'est un peu trop gros quand même. Yacine Amnet qui est avec nous. Ça va, Yass? Salut à tous, ouais, ça va, merci. Comment a été ton week-end de footballistique? Moyen. Rien. Ouais. Il n'y a pas que le PSG quand même. Il y a eu... Bon, c'est vrai que les autres matchs, les grosses affiches, il n'y a Ah, pas eu vraiment des très bons matchs. Donc, ouais, il y a eu des matchs bien pourris ce week-end quand même, mais bon. le On peut Chelsea- pas Ah, avoir tout le temps la Ligue des Champions, hein. ouais, t'as pas kiffé Saint-Étienne-Lille? Ou Lille-Saint-Étienne d'ailleurs? Bon, c'était pas terrible, mais le Chelsea-Tottenham, il était très moche aussi, donc bon. C'est ça, c'était Voilà. la montagne qui a accouché d'une souris, c'est le match où peut-être Ouais. le plus. Nicolas Puravo qui est avec nous également. Comment ça va, Nico? Ça va très bien. Moi, je suis pas encore allé chez le coiffeur, mais j'ai pas besoin pour perdre 10 ans. Ah, c'est ça, il est toujours impeccable, Nico. Là, Ouais, est toujours au top. Bon, moi aussi, il faut que j'y passe chez le coiffeur, hein. Je vous cache pas que là, on a bossé ce week-end, mais là, début de semaine, je pense qu'on va vite passer chez le coiffeur pour être tout beau pour la Ligue des Champions. Trêve de bavardage, on a présenté l'équipe, on va passer au sommaire de cette émission, on va rentrer vite fait dans le vif du sujet avec ce PSG Bordeaux donc, qui avait lieu samedi soir pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui n'avance plus en Ligue 1, battu à Monaco il y a 2 semaines, 3-2, et il a encore perdu des points samedi soir au Parc des Princes face aux Girondins de Bordeaux de Jean-Louis Gasset. Le PSG est toujours leader du championnat avec 25 points, mais n'a plus que 2 points d'avance sur le 5e, il y a Lille, Montpellier, Lyon et Monaco qui sont à 2 points d'intervalle, même nombre de points d'intervalle que Monaco qui est deuxième. Donc l'avance commence à fondre au fur et à mesure. Donc le PSG qui a fait 2-2 contre Bordeaux. Une nouvelle fois, une prestation en demi-teinte en Ligue 1. On va revenir sur plusieurs thèmes, on va dire. On a choisi de découper en 4 thèmes. En premier thème, on va parler du manque de rigueur tactique des joueurs parisiens, le comportement sans ballon et le laxisme qui a été notamment vu en deuxième période. On reviendra ensuite sur le comportement d'Mbappé et Neymar qui a été beaucoup décrié pendant ce match, en tout cas la perte du ballon et dans les replis défensifs. Le milieu de terrain qui est aligné pour la première fois titulaire en Ligue 1 avec Paredes, Verratti, Rafinha, même en Ligue des Champions, la première fois de la saison. On fera un focus sur Timothée Pembele qui a commencé titulaire au poste de défenseur central qui joue sa première en pro avec le Paris Saint-Germain. On reviendra sur son match. Et ensuite les déclarations de Thomas Tuchel évidemment d'après-match qui ont agité un peu la fin de rencontre, et puis la projection sur Manchester United, évidemment, mercredi en Ligue des Champions. Rentrons donc dans le vif du sujet avec ce premier thème. Messieurs, le PSG qui a fait donc match nul face à Bordeaux. Tout d'abord, ouverture du score des Girondins de Bordeaux avec ce contre son camp, malheureusement, de Timothée Pembele sur un corner de Ben Arfa. Neymar qui a réagi ensuite sur penalty et qui a obtenu la faute. Le Paris Saint-Germain qui a vite réagi également avec le but du 2-1 de Moïse Kean après une frappe relâchée de Benoît Costil. Et l'égalisation d'un ancien Titi, encore une fois, Yacine Adli, après Kingsley Coman en finale, après Christopher Nkunku avec Leipzig, et un ancien Titi qui crucifie le Paris Saint-Germain et ce 2-2. Mousse, pour revenir directement sur le premier thème dont je parlais, le manque de rigueur tactique, on l'a vu, le comportement sans ballon de certains joueurs parisiens, le laxisme, les libertés laissées aux Bordelais. On a vu clairement qu'il y avait une déficience sur le plan physique des joueurs du PSG. On en a parlé assez longuement dans le podcast, dans les derniers podcasts. Les joueurs étaient cramés. Et le fait que certains joueurs n'aient pas effectué les replis défensifs, ça a joué contre le Paris Saint-Germain et ça a, on va dire, exprimé une équipe un peu déstructurée et qui a profité aux Bordelais, et notamment à Etel Ben Arfa qui s'est régalé dans cette transition entre les lignes. Bah, les matchs se suivent et se ressemblent. C'est-à-dire que encore le match face à Bordeaux, on a eu une première mi-temps parisienne qui était, allée, au vu de ce qu'on avait vu avant, on pouvait se dire que c'était plutôt pas mal. Alors jusqu'à l'égalisation, on a l'impression que le PSG a du mal à rentrer dans son match. Après l'égalisation et jusqu'à la mi-temps, on a vu du mieux quand même. On a vu du jeu, un peu de mouvement.
On a vu Verratti et Rafinha, le bien qu'ils ont fait au milieu. Paredes qui a joué beaucoup plus bas, mais qui a fait beaucoup de bien aussi. Et après, le problème, ça reste toujours de tenir ce genre de performance sur 90 minutes. Et malheureusement, la deuxième mi-temps, bah, ils ont fait comme d'habitude. Ils ont tous arrêté de jouer. Et notamment, on en reparlera, les trois offensifs devant. Donc, en fait, c'est pas suffisant pour prétendre quelque chose, non seulement en Ligue 1, mais enfin, quand je dis ça, ils vont le faire, hein, mais ce que je veux dire dans le comportement, c'est pas suffisant, surtout lorsque juste après, tu fais un match de Ligue des Champions contre Manchester à l'extérieur, où ce sera beaucoup plus difficile. Et encore une fois, ça manque d'intensité, ça manque. Alors peut-être qu'effectivement, tu as raison, Hugo, hein, ils sont sans doute pas prêts physiquement, et ça, ils ne le sont pas depuis le début de saison. Mais quand même, ça reste inquiétant avant de faire un déplacement qui est très très important à Manchester United. Donc non, non, c'est pas suffisant. Ce n'est toujours pas suffisant. C'est ça, Nico, en fait, parce qu'on se dit que là, c'était contre les Girondins de Bordeaux, qui certes avaient gagné à Rennes leur dernier match à l'extérieur, mais qui font pas une incroyable saison, qui sont largement, évidemment, prenables pour le Paris Saint-Germain, notamment au Parc des Princes à domicile. Mais ce qui a marqué, c'est que l'équipe était coupée en deux, comme on le voit depuis le début de saison, pas en mesure de faire les efforts défensifs. Contre Bordeaux, ça fait match nul, mais contre Manchester, une équipe qui se projette énormément, on l'a vu au match aller en Ligue des Champions en phase de poule, qui procède par contre, ça peut quand même faire très mal avec des joueurs de la dimension de Rashford, de Bruno Fernandes ou de Martial. Ouais, il y a une stat qui a été donnée hier sur Canal qui est assez intéressante. Au dernier match, Paris a marqué 5 buts en première mi-temps et n'en a pas marqué un seul en deuxième. Au contraire, ils en ont pris 4. Ouais, ils perdent en gros 4-0 sur la deuxième C'est période, ça. deuxième Sur mi-temps. les trois derniers matchs. Donc, soit il y a un problème physique qui est sans doute là. Hein. C'est pas quelque chose qu'on doit cacher. Oui, on sait que physiquement, ils sont pas au top. Mais je pense pas que ça puisse expliquer autant de différence entre deux mi-temps, parce que même si tu es moins bien, tu dois être capable de t'organiser, de tactiquement répondre à ce déficit physique par une organisation un peu différente. Et moi, c'est ce qui me gêne le plus dans ce match encore contre Bordeaux, c'est que à partir de l'heure de jeu, alors, ça correspond à la sortie de Rafinha et Verratti, mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment l'élément déclencheur. C'est juste que à partir de l'heure de jeu, tu as 4 et demi, allez, 4 joueurs et demi à peu près qui défendent et 4 joueurs et demi, 5 qui attaquent. Donc tu as toujours en fait cette espèce de bloc coupé en deux et tu n'as aucune réponse tactique à ça. À aucun moment tu as un dispositif qui va être un peu modifié, qui va permettre justement à l'équipe d'être un peu moins exposée. On laisse ce bloc complètement ouvert et on laisse pendant une demi-heure et ça, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Déjà, les joueurs, je ne comprends pas qu'ils ne voient pas ça. Et puis, alors, Tourelle, encore une fois, moi, je ne comprends pas ce qu'il fait sur cette deuxième mi-temps. Complètement spectateur et ça m'échappe. Yacine, il y a une stat qui illustre bien le match du Paris Saint-Germain samedi. Le PSG a subi au moins 16 tirs lors de chacun de ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue 1. C'était 18 même contre Bordeaux, 16 contre Rennes et 16 contre Dijon. C'est une première pour le club de la capitale depuis qu'Opta analyse la compétition en 2006-2007. C'est quand même assez préoccupant, non? Bah ouais, ça prouve deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de structure d'équipe. Donc, tu es coupé rapidement en deux, que les joueurs de devant font pas le travail pour gêner la première relance. Donc, automatiquement, bah, tu subis des tirs. Et il y a une deuxième chose que ça montre aussi, c'est le manque de maîtrise. Avant, en fait, tu subissais aussi moins de tirs, pas forcément par la structure de l'équipe, mais déjà parce que tu conservais beaucoup plus longtemps le ballon, beaucoup mieux. Là, tu le conserves même plus. Donc, bah, les deux réunis, effectivement, ça met plus de 15 tirs à chaque fois. C'est énorme. C'est énorme parce que tu tombes sur des équipes qui ne sont pas efficaces. Mais tu tombes contre une équipe comme l'Atalanta, comme le Bayern à 15 tirs. Je ne suis pas persuadé que tu finisses à 1 ou 2 buts encaissés. Donc voilà, c'est un problème. Mais globalement, même si on reviendra en détail après, effectivement, alors, moi, je suis un peu moins sur l'heure, les 45 premières minutes à peu près correctes. Parce qu'en fait, au retour du vestiaire, on sent déjà que Verratti, il y est un peu moins. Automatiquement, l'équipe, elle est moins bien. Mais j'ai noté un truc, c'est que je regardais le Bayern. Le Bayern, à la 69e, ils avaient déjà effectué 4 changements. Le premier à la 58e et 3 à la 69e. Le PSG, ils font 2 changements à la 64e, Herrera et Di Maria. Et le suivant, il est à la 81e. Le dernier, il est à la 85e.
tu as le droit à 5 changements, tu n'en fais que 4. Et il y a des joueurs sur le terrain qui sont carbo, qui n'ont pas la mentalité, et eux, ils restent sur le terrain tout le match. Voilà. Il faudra aussi parler des entrants malgré tout, parce que effectivement, t'as envie, des fois, c'est compliqué, parce que tu as envie de dire à Tourelle, fais rentrer des joueurs, mais en même temps, quand ils rentrent, tu as l'impression qu'ils n'en ont plus rien à foutre aussi. Donc, tu as envie de dire, les fais pas rentrer. Franchement, cette équipe, moi, l'entraîneur, l'équipe, tout, il y a trop de choses qui me fatiguent. Là. On sent un Yacine fatigué, là, lésé. Ouais, parce que c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que tu veux qu'il y ait des changements, mais les joueurs qui rentrent, ils donnent même pas tout. Tu as l'impression qu'ils font la gueule. Tu as l'impression. Di Maria, son entrée, elle est déplorable. Donc voilà, alors tu essayes de minimiser ou de trouver des excuses, mais à un moment donné, c'est plus possible. Vous êtes payé, c'est votre métier. T'as pas... Ok, tu es énervé d'être remplaçante. Mais déjà, tu rentres à la 63e, pas à la 82e. Et ensuite, quand tu rentres, mais prouve au moins que le coach il s'est trompé. Je sais pas, moi, tu n'as pas le caractère de dire je vais montrer au coach qu'il s'est trompé de ne pas m'avoir mis. Ou qu'il s'est trompé déjà mardi de m'avoir sorti. Non, les mecs, ils viennent, ils rentrent et ils disent ouais, ok, il me prend pour un con, donc je joue pas. On rappelle, Yacine, que Di Maria était sorti énervé d'avoir été remplacé à l'heure de jeu contre Leipzig, alors que Mbappé ou Neymar auraient pu sortir évidemment en même temps que lui. Et il avait été plutôt agacé de sortir de la part de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel. Mousse, pour rappeler un peu la compo du Paris Saint-Germain, Yacine en parlait, on avait Rico au goal, Navas s'était laissé au repos avant le match de Ligue des Champions. Michel Baker, le chouchou de Nico, était aligné au poste de latéral gauche. Kimpembe, Pembele, on reviendra tout à l'heure sur sa première, Florenzi. Un milieu à 3, Paredes, Verratti, Rafinha. Une attaque avec plutôt Neymar, on va dire, en 10 et Mbappé, Keane en numéro 9. Est-ce que, pour toi, l'équipe, c'est à cause de la structure de l'équipe qui n'était pas bien agencée? Est-ce qu'il y a eu des défaillances du point de vue collectif, dans la rigueur tactique, qui fait que Bordeaux a pu autant se régaler entre les lignes? Parce que, voilà, je rappelle, Bordeaux, certes, il y a un joueur qui a fait un très grand match en face, c'est Hatem Ben Arfa, qui a fait beaucoup de misère au milieu de terrain et à la défense parisienne. J'ai plusieurs actions en tête où il a dribblé jusqu'à 2-3 joueurs sans intervention parisienne. Mais de là à subir autant, c'est quand même c'est quand même inquiétant. Ouais, mais alors, moi, je l'avais déjà dit en préambule et je suis d'accord avec Yacine, on l'a plus vu ça en deuxième mi-temps qu'en première. En première, on a quand même réussi à mettre le pied sur le ballon un petit peu. Il y a eu quelques mouvements. Encore une fois, on a vu que l'apport de Verratti et Rafinha a fait beaucoup de bien. Donc, sur la structure de l'équipe, je ne vais pas en vouloir à Thomas Tuchel. Nous-mêmes, on l'a réclamé d'avoir ce milieu-là. On ne va pas dire aujourd'hui, parce que le résultat est plus ou moins négatif, que c'est une erreur de la part du coach. Je pense que le milieu, il était bien. Et même la défense. On va en parler après, ouais. On va après. Sur la structure, moi, j'ai trouvé plutôt équilibré. Après, après, il y avait un choix à faire devant parce qu'il avait décidé de jouer avec 3 milieux. Donc, on a vu la réaction de Di Maria quand il est rentré. Évidemment qu'il boudait. Et d'ailleurs, c'est un problème pour Di Maria parce que sous Emery, c'était pareil. Quand Emery n'avait pas été capable de l'intégrer avec Neymar et Mbappé et Cavani, il boudait. On se rappelle aussi des déclarations de sa femme. Il boude quand il n'est pas sélectionné en équipe d'Argentine. Et là, aujourd'hui, il boude parce qu'il y a un jeune gamin de 20 ans qui lui est passé devant sur un match. Et sans doute aussi la frustration du match de Leipzig où il est sorti aux alentours de la 60e. Encore une fois, pour moi, le 11 de départ, il est plutôt cohérent. Hein. Et après, encore une fois, c'est comment on peut expliquer que tu fais une première partie plutôt correcte, mais comment en deuxième mi-temps, alors que tu n'as pas couru énormément en première, hein, tu avais plutôt le pied sur le ballon, tu vois, tu n'as pas fait des efforts de dingue. Et pourtant, arrivé à la 45-50e, à la reprise de deuxième, il n'y a plus personne. Et en fait, l'exemple type de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est le but de Adli. Parce que le but d'Adli, il est quand même incroyable. Il est complètement seul, donc ça prouve bien que ce devant, il n'y a aucun repli. Je crois qu'il y a Verratti qui revient au petit trot, mais il est complètement seul pour déclencher sa frappe. Et ça, c'est le symbole de la deuxième mi-temps des Parisiens. Et justement, on va y venir. Moi, je te posais la question hein, sur la structure. Moi, je pensais que c'était clairement le meilleur 11 parce qu'on va parler du milieu de terrain. Ouais. C'était la première fois qu'on les voyait ensemble et ils ont été plutôt à l'aise. Et tout n'a pas été parfait, mais ça a été quand même plutôt intéressant dans l'utilisation du ballon. Mais venons-en au comportement de Mbappé et Neymar parce que Moïse Kean, Nico, on le dit quand même souvent dans le podcast, il fait les efforts défensifs. S'il y en a un bien qui, dans son jeu sans ballon, est intéressant et qui fait quand même souvent le premier pressing, c'est Moïse Kean. C'est plus Mbappé et Neymar qui n'ont pas aidé, comme souvent,
à défendre et dans les replis défensifs, et ce qui a fait que le Paris Saint-Germain a eu tir de cette absence de rigueur. Ouais, moi ce qui me gêne avec eux, c'est que déjà, la plupart du temps, ils s'arrêtent, ils jouent plus les actions. Et quand ils font un semblant de repli défensif, c'est pour escroquer tout le monde. Ils défendent pas. Voilà, on l'a déjà dit ici, ils font un semblant de course. Vaguement, il se rapproche de son adversaire et aucun des deux ne va au duel. Quand tu vois Keane essaie de récupérer les ballons. Il va au duel, il commet des fautes, il s'accroche. Je l'ai revu hier, enfin, j'ai revu le match encore. À un moment, il fait un sprint, il revient comme une balle sur 70 mètres. On aurait dit Cavani à une époque. Tu vois jamais ça avec les deux autres. Et le nombre de fois où tu as Neymar, où tu as le porteur du ballon qui passe à 2 mètres de lui. Alors, il a fait les 10 mètres de course pour se replacer, mais derrière, il s'arrête. Donc, ça sert à rien ce qu'ils font. Et les deux cumulés, bah, ça commence à faire beaucoup parce que déjà, tu te déséquilibres forcément à ce niveau du terrain parce que tu es incapable de gêner la première relance adverse. Et puis surtout, bah, moi j'ai l'impression que c'est contagieux et qu'autour d'eux, les mecs ils commencent à en avoir ras-le-bol et qu'ils font pas pareil. Il y a des replis de Herrera, il y a des replis, alors bon, Verratti sans doute fatigué, mais j'ai vu 2-3 séquences où bah, justement sur le but d'Adli, tu les vois tous. Franchement, cette action-là, j'espère que Tourelle a eu la bonne idée de la repasser dans le vestiaire et de s'expliquer. Mais quand t'en vois 5 sur le terrain qui sont absolument pas concernés par le repli, comment est-ce que tu veux défendre à 5? C'est pas possible. Donc c'est un mal récurrent. Alors, on va se focaliser sur les deux divas, mais il n'y a pas que. Franchement, il y en a d'autres autour qui te déséquilibrent énormément et c'est vraiment très problématique. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est que ça ne s'améliore pas. Ça fait 2 ans que ça dure maintenant et que ponctuellement sur des gros matchs, tu te dis qu'ils vont effectivement avoir un comportement un petit peu plus agréable et un peu plus efficace. Mais tu sais très bien que sur la durée, ça va pas s'installer, ces comportements-là. C'est pas possible. Yacine, tu es d'accord avec Nico? Il n'y a pas que à pointer du doigt Mbappé et Neymar sur le match? Non, il n'y a pas que, mais je pense surtout qu'il y a en fait un truc essentiel, c'est que depuis des années, si on enlève l'année où Monaco est champion, en fait, Paris n'a pas besoin de forcer en championnat. Et je pense qu'en fait, c'est devenu une très mauvaise habitude. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'en jouant 20 minutes, ils vont gagner. Sauf que cette année, c'est une saison spéciale. Il y a un peu plus de fatigue, il n'y a pas eu de préparation. Donc, il y a moins d'éclairs, en fait, dans les matchs. C'est ça la différence, en fait. C'est pas forcément tout ce qui se passe sur le terrain pendant 90 minutes. C'est que dans les matchs du PSG, il y a moins d'éclairs parce que tu as des joueurs moins prêts ou qui ont un déficit athlétique. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, Neymar et Mbappé, ils ne servent plus à rien. Même Mbappé qui, malgré tout, sans réduire ses compétences, c'est quand même son point fort, c'est la vitesse. En deuxième mi-temps, il y a un ballon en profondeur où il n'arrive même pas à récupérer 2 mètres sur son défenseur. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Sauf que ce problème-là, en fait, quand il te permettait de gagner les matchs, aujourd'hui, il ne te permet plus de gagner les matchs. Donc, il va falloir quand même, à un moment donné, se réveiller. Et tu ne peux pas taper sur le collectif puisqu'il n'y en a pas. Maintenant, Nico a dit, ouais, on espère que dans les gros matchs, encore une fois, je vais prendre l'image que j'aime prendre régulièrement. Tu cours 10 km, si tu le cours en 1 heure, crois pas que dimanche matin, tu te réveilles et tu vas courir le 10 km en 35 minutes. Voilà, c'est juste pas possible. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'accumuler. On lit un peu partout sur les réseaux sociaux, des fois avec les nerfs, on se dit, ouais, tiens, finalement, s'ils se faisaient éliminer, ça mettrait une claque à tout le monde. S'ils perdaient ce match, ça mettrait une claque à tout le monde. Je suis même plus sûr d'en être là. Honnêtement, moi, je ne sais plus où l'équipe va, où les joueurs ont envie d'aller. Parce que malgré tout, sur le terrain, tu ne peux pas me faire croire que quand tu rentres, le match, tu t'en fous. Voilà. Même quand tu joues avec tes potes, il n'y a pas de match où tu t'en fous. Sinon, tu ne joues pas au foot. Donc, les attitudes-là, elles m'interpellent plus que juste le dire ils ont un problème physique ou un problème d'état d'esprit. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de global dans cette équipe qui ne va pas. Bon, parlons quand même des points positifs, parce qu'il y a eu quand même certains points qui ont été qu'il faut relever positivement. Mousse, le milieu de terrain, j'en parlais tout à l'heure, titulaire pour la première fois, ce milieu à 3 avec Paredes, Verratti, Rafinha, que beaucoup réclamaient et souhaitaient, mais évidemment avec les blessures, les suspensions, les cas de Covid, etc., ça a été compliqué de les faire jouer ensemble. Alors, tout n'a pas été parfait, on vient de le dire en préambule, mais c'est de loin le milieu à 3, on va dire, le plus plaisant techniquement pour avoir du jeu, Mousse, dans les sorties de balles, dans les passes vers l'avant, dans le jeu en une touche, dans le tempo, notamment sur cette première période où le Paris Saint-Germain a maîtrisé le ballon. Ça fait longtemps que l'on attendait depuis des saisons de les voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu as pensé de leur match?
Sur la première mi-temps, c'était bien. On voyait que Paredes, il organisait tout de très très bas. Et puis devant, tu avais quand même Rafinha et Verratti qui s'occupaient de faire le lien, même si on ne l'a pas énormément vu, mais on l'a vu quand même par séquence. En tout cas, à eux deux sur la circulation du ballon au milieu de terrain. Et surtout Verratti pour la conserver. On voit la différence. C'est-à-dire que même quand Rafinha est aligné, il a déjà été aligné, Rafinha, mais sans Verratti. C'est-à-dire qu'il était aligné avec un joueur de type Herrera. C'était pas du tout le même Rafinha parce que ça parle pas le même football en fait. Et Yacine, il en parle très souvent. Et quand tu parles le même langage, effectivement, tu vois du foot, pas de l'athlétisme. Donc là, c'est complètement différent. Malheureusement, que ce soit Verratti ou Rafinha, aujourd'hui, et on l'a vu à la reprise de deuxième mi-temps, ils sont pas capables de tenir 90 minutes. Donc, c'est déjà bien qu'ils tiennent 45. C'est quand même beaucoup grâce à eux si on a eu une première mi-temps correcte. Maintenant, il faudra voir mercredi combien de temps ils seront capables de jouer. Est-ce que Tourelle va aligner le même milieu? Parce que là, c'était Bordeaux, les amis, n'oubliez pas, qui nous ont posé des problèmes. Mais je pense que dans la tête de Tourelle, il s'est dit, je peux mettre deux milieux créatifs, c'est Bordeaux. Là, on va à Manchester. Est-ce qu'il aura le même courage? Rien n'est moins sûr. Nico, sur ce milieu de terrain à 3, Verratti, on l'a vu quand il est rentré contre Leipzig, il a fait énormément de bien. Il parle le même football avec Rafinha. Ils ont été à l'aise en première période. Ils ont fait ce qu'on attendait du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qu'on n'a pas vu avec des joueurs comme Gay et Herrera, évidemment, qui n'en ont pas la capacité. Mais clairement, le point faible de ce milieu de terrain, c'est le point de vue physique, où ils n'arrivent pas à faire les efforts et à tenir ce niveau de jeu durant 90 minutes. Ouais, il y a deux choses. Déjà, c'est vrai qu'au niveau de la maîtrise du ballon, du QI foot, on va dire, c'est vrai que c'est forcément meilleur que quand tu alignes Gay Herrera, il n'y a pas photo. C'était plutôt, j'ai trouvé moi une première mi-temps plaisante, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu le PSG assez séduisant comme ça. Donc moi j'ai apprécié cette première mi-temps. Il y a beaucoup d'occasions. Le match, il est deux bémols, c'est que juste qui sont pas encore complètement en mode touriste, donc qui participent au jeu, qui jouent même simple. Je trouve que Neymar joue simple en première mi-temps. Ça fait que tout ça est assez fluide. Et après, donc, en deuxième mi-temps, tu refais la même mi-temps, mais avec les deux devant qui ont le comportement de la première. Je suis pas sûr que ça change grand-chose à la fluidité du jeu. Tu vois, tu es en difficulté pareil. Et puis le deuxième vrai bémol avant Manchester, c'est que tu as quand même un gros déficit, alors même pas dans le physique, dans le coffre, mais dans l'impact physique. Voilà, tu as quand même, c'est pas des joueurs qui au duel vont gagner des gros duels. Paredes, il a ce côté un petit peu plus, contact, un peu plus duel que les deux autres. Mais si tu affrontes un milieu très physique qui te rentre dedans et qui te laisse pas trop respirer, je pense que tu peux être en difficulté quand même assez rapidement avec ces trois-là. Donc, je suis pas sûr du tout, je suis même sûr à 100% que ce sera pas le milieu à Manchester mercredi. J'y crois pas du tout. On en parlera tout à l'heure, évidemment, dans la projection sur le match de Manchester. Mais Yacine, on en avait parlé même sur Twitter. C'est vrai que la première mi-temps était plutôt plaisante à avoir joué. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un PSG jouer aussi dans le bon tempo, avec des joueurs qui lâchent la balle, qui jouent en une touche. Il y a eu aussi, il faut le dire, un très bon Benoît Costil en face, qui a fait quand même plusieurs arrêts déterminants. Et c'est aussi pour ça que le PSG n'a pas tué la première période pour se mettre définitivement à l'abri. Oui, et le truc, c'est que, alors, malgré tout, ça manquait un peu d'intensité quand même. Sur le match global, je parle, mais donc Paris automatiquement. Malgré tout, dans la maîtrise, effectivement, c'est peut-être la meilleure première mi-temps depuis le début de saison. En tout cas, la plus cohérente. Parce que même quand tu gagnes 6-1 contre Angers, en fait, c'est beaucoup d'exploits, etc. Là, dans la maîtrise collective, c'était sûrement les 45 meilleures minutes du PSG depuis le début de saison. Le problème, en fait, et je le répète souvent, c'est que quand tu es en déficit physique, tu dois faire tourner ou quoi, c'est que ta meilleure équipe, si elle démarre, il faut que tu fasses la différence dans ton temps fort. Effectivement, s'il y a un peu plus d'efficacité et que tu es à 3 ou 4-1 à la mi-temps, oui, le match il est terminé, tu peux faire tourner. Et je pense qu'une des preuves, c'est qu'il a été annoncé pratiquement tout le début de match jusqu'à la mi-temps que Verratti devait sortir à la mi-temps. Et s'il reste, c'est parce que Tourelle se dit, bon, on va pousser un peu parce qu'il est trop important et parce qu'on n'a pas fait la différence. Oui, bien sûr que si on est efficace et qu'il y a 4-1, Verratti sort à la mi-temps. Donc le problème, c'est ça. Et cette efficacité, malgré tout, ok, Costil, mais il y a quand même des choix, des frappes qui ne sont pas faites
comme il faut, qui sont pas. Alors, et c'est pour ça aussi que la fatigue, enfin la fatigue. Première mi-temps, ils avaient l'air moins fatigués, mais la fatigue, elle joue sur ta lucidité automatiquement. Parce que tes dernières foulées, elles sont pas bonnes, donc tu forces la frappe. L'exemple de Mbappé sur sa frappe pied gauche, là. Alors déjà, je le redis juste, on ne précisera pas parce que je l'ai déjà fait, syndrome du beau but, parce qu'il veut envelopper pied gauche et la mettre dans la première lucarne, alors qu'il suffisait de frapper croisé. Mais surtout, en fait, c'est que comme il n'a pas les jambes comme d'habitude, en fait, il ne prend pas réellement le dessus sur ton défenseur. Donc, il ne peut pas armer comme il veut. Donc, il frappe fort. C'est du droit qu'il enroule, pas du gauche. Non, la pied gauche au premier poteau. Non, mais elle s'envole, celle-là. Oui, oui. Ouais. Ah oui, parce qu'il y en a une. Quand tu parles de celle qui touche le poteau. Toi, voilà, celle que Costil y sort. Il y en a une juste avant. En fait, il est premier et il vise premier poteau pleine lucarne. Donc voilà. Tout ça accumulé, c'est un problème. Maintenant, je pense qu'il y a une chose essentielle malgré tout dans le trio, je vais dire, c'est que cette attaque-là, en tout cas, que ce soit Di Maria, Mbappé, Neymar, un des trois, ils ont besoin en fait de Keane. Parce qu'on a vu quand même malgré tout qu'avec une pointe qui connaît son rôle, même s'il s'est excentré des fois dans ses appels, il y avait quand même des courses plus cohérentes que ce qu'on a vu mardi entre les trois, qui venaient à un moment donné tous ensemble du même côté. Voilà, Keane, il connaît quand même son rôle et il a permis aux deux autres de faire des appels. En première mi-temps, franchement, il y a eu des mouvements quand même qui étaient, encore une fois, pas intenses, mais propres. Voilà, ça décalait. Et on est obligé d'ajouter ça à l'inefficacité, la qualité des centres, que ce soit Becker, mais même Florenzi. La qualité des centres samedi, c'était quand même catastrophique. Ah oui, Nico, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on en parlait un peu sur Twitter entre nous quatre, là, mais les centres de Baker, alors même défensivement, d'habitude, on loue sa rigueur défensive. Là, il a pris un coup d'épaule par Houdin. Ouais, c'est costaud Houdin, les mecs, c'est nul, Houdin. Baker aussi. Il a pris un peu le bouillon par Ben Arfa. Oui, mais alors, on l'a dit la semaine dernière, oui, sur la qualité de centre, c'est souvent pas super flamboyant, mais le centre, il est aussi souvent déterminé par l'appel au milieu. Et quand tu vois les appels des Parisiens, quand Baker ou Florenzi ont le ballon sur un côté, il n'y a rien. Il n'y en a pas un qui bouge, franchement, les gars. De temps en temps, tu as Keane un petit peu, mais Mbappé, Neymar, et puis même les milieux qui éventuellement vont se projeter, il n'y a pas grand monde. Donc, quand tu es en décalage, quand tu es en débordement, et que quand tu as le ballon, tu lèves la tête, et que tu as des bordelettes partout, et que tu n'as aucun appel de balle, tu mets un peu la balle où tu peux, quoi. Je suis d'accord sur ça, Nico, mais il y a des centres qui étaient au deuxième poteau, troisième poteau. Il aurait pu avoir 15 personnes dans la surface, personne ne l'aurait eu. C'est vrai, aussi. Mais il faut souligner les bons centres. Non, mais il a fait quelques centres ras du sol. En fait, c'est quand il la lève que ça ne marche pas. Mais ras du sol, 2-3 fois, non, mais c'est vrai. Hein, ça a été coupé par les défenseurs. Ah oui. C'est un peu compliqué quand tu es latéral et que dès que tu lèves un peu le ballon, ça ne vient pas. Remarquez que je crois que les passes D qu'il avait faites sur des centres, c'est des centres ras du sol. À terre. Hein. C'est jamais sur des. Je ne crois pas qu'il y ait un joueur du PSG qui est marqué sur d'une tête sur un centre de Baker. Par contre, ras du sol, ça va. Ouais. Non, mais et quand Florenzi marque de la tête en Ligue des Champions, c'est pas sur un centre de Baker? Ah, peut-être. Et d'ailleurs, Florenzi, tu parlais de l'inefficacité tout à l'heure, Yacine. Florenzi, on ne peut rien lui reprocher sur sa frappe. Hein. C'est Costil qui l'arrête. Voilà. Si à un moment, il fait une belle frappe, sur Mbappé, je suis d'accord. Ouais. Non, Florenzi qui avait apporté un peu le surnom, justement, et le dépassement de fonction. Mais c'est vrai que sur les derniers matchs, Florenzi, on n'en parle pas trop, mais on l'a plus vu défendre que vraiment dans ses qualités de contre-attaquant qu'on avait eu l'occasion de voir, notamment lors de son premier match contre Marseille, etc. On l'avait vu plus intéressant. On espère que. Il y a une maîtrise qui est différente parce que malgré tout, Florenzi, avec les trois de devant qui ne défendent pas, s'ils se retrouvent là-haut, contre-attaquant, derrière, ils vont se retrouver à 2 contre 6. Hein. Ça joue aussi, évidemment. Et déjà, à Marseille, c'était Sarabia, il me semble, qui était titulaire. Un joueur qui est quand même plutôt dans le repli défensif. Donc, ça change aussi la donne dans les dédoublements et dans le dépassement de fonction. Autre satisfaction, on va dire, petite satisfaction du match, parce qu'on a souvent dit que Thomas Tuchel ne faisait pas jouer les jeunes. Alors, certes, il y avait pas mal d'absents, mais Timothée Pembele était titulaire en défense centrale avec Presnel Kimpembe. Premier match officiel sous les couleurs du PSG pour le capitaine de 19 la saison dernière, international 17 avec l'équipe de France. Il avait joué la Coupe du Monde fin 2019 avec les Aouchiche, les Kouassi, etc. Mousse, comment juger son match
Il a eu de la personnalité, en tout cas dans son jeu avec ballon, il a eu de la personnalité. Il a essayé d'apporter le surnom, de sortir un peu de sa zone de défenseur pour essayer de casser une ligne, etc. On l'a vu un peu plus en difficulté sur certaines situations chaudes. Bon, il met ce CSC, mais c'est pas vraiment de sa faute, parce que, enfin, c'est pas vraiment de sa faute. Il est au duel avec Josh Maja, c'est un peu, évidemment, c'est involontaire et il met le ballon dans le but de Rico. Mais comment tu as jugé sa première prestation pour Timothée Pembele, qui a 18 ans, je rappelle? Bah, je l'ai trouvé complètement différente de ces jeunes camarades qui ont eux aussi, en début de saison, fait leur premier match. Et là, je pense à Caïs Ruiz, à Fadiga. Et c'était qui le troisième? Il y avait un troisième, enfin, je ne sais plus qui c'était. En tout Et cas, on Kalimundo, avait. mais il est parti. Ouais, voilà, il y avait Kalimundo. Et on avait remarqué, à part Kalimundo d'ailleurs, on avait remarqué ici même que les jeunes quand ils rentraient, bah, ils avaient un peu peur, ce qui est normal. Hein. On se rappelle aussi la malheureuse entrée de la saison dernière d'Mbesso. Alors peut-être que c'est resté dans les images, mais c'est vrai qu'on avait souvent remarqué, par exemple pour Caïs Ruiz, qui est plutôt un créatif, qu'il n'osait pas. Fadiga, pareil. Baker, quand il a commencé à être mis arrière-gauche, on soulignait le fait qu'il joue très simple. Et là, pour une fois, on a un jeune Pembele qui a pris un peu de risque, qui a plutôt et qui s'est pas effondré après le CSC, même s'il n'est pas complètement coupable. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est un joueur volontaire. Tu l'as rappelé, Hugo. On l'a vu en fin de match, en deuxième mi-temps, plus porter le ballon au milieu de terrain jusqu'aux 16 mètres adverses. Il a osé des choses. Tout n'a pas été parfait, évidemment, mais c'est ce qu'on demande d'un jeune qui est issu du centre de formation. C'est essayer de montrer tes qualités lorsque le coach fait appel à toi. Et moi, je pense qu'hier, il a marqué beaucoup de points. À l'instar un peu de Kouassi l'année dernière, c'est un joueur qui pourra peut-être rendre pas mal de services. Je rappelle qu'il est latéral droit de formation, il me semble, même si hier il a joué défenseur central côté droit pour pallier à l'absence de Marquinhos. Mais honnêtement, pour une première et à 19 ans, il n'y avait pas trop de pression parce qu'il n'y avait pas de public, mais ça, c'est pas très grave. Honnêtement, c'est plutôt une très très bonne première, moi je trouve. Yacine, comment tu as trouvé son match? Toi, à Pembele, on parle souvent des jeunes, etc. On a fait d'ailleurs un podcast consacré sur la formation, le centre de formation du Paris Saint-Germain, comment faire confiance aux jeunes, comment les amener petit à petit dans le groupe et les faire jouer des minutes. Comment tu as jugé son match? Toi, il a joué 90 minutes, on le rappelle quand même. Ouais, on va pas s'enflammer parce qu'après on s'enflamme trop vite. Non, mais voilà, l'idée non, mais je rigole, non, je rigole. C'est une private joke entre Yacine et moi. Ouais. C'était pour répondre, non, c'est pour répondre à certains commentaires parce qu'il paraît qu'après le papier on s'est enflammé, on a vu des trucs de fou, que tout de suite les titis, voilà, bon bref. Bon, c'était pour rigoler, mais écoute, il a fait un match propre, il a bien réagi après son CSC parce que, qu'on le veuille ou non, à 18 ans, quand pour ton premier match, au bout de 10 minutes, tu es au duel sur un corner et que le ballon est fini dans le filet, dans tes propres filets, franchement, dans la tête, c'est compliqué. Voilà. Il a bien réagi. Il a eu des belles interventions. Alors, physiquement, c'est-à-dire qu'il a mis 2 ou 3 tacles. Vraiment, il est parti pour prendre le ballon, mais physiquement bien propre. Il a répondu présent. Il a été intéressant dans la lecture du jeu. Et il a apporté avec le ballon, notamment en deuxième période, quand l'équipe était moins bien, il a commencé un peu à pousser ses actions comme pour dire bon, il faut y aller. Voilà. Alors évidemment qu'il y a encore plein de lacunes, heureusement, parce que sinon, je pense qu'il serait titulaire déjà. Mais en tout cas, ça confirme ce qu'on dit à chaque fois. Ça veut dire que tu as des jeunes qui ont un potentiel. Tu ne le verras que quand ils joueront. Quand ils joueront dans une équipe qui tient la route, parce que moi, je redis encore ce que je dis d'habitude, mais là, tu le mets avec Kimpembe. Peut-être que tu le mets avec Danilo, c'est pas pareil. Et c'est pas pour comparer à Danilo, c'est juste que Danilo, c'est pas son poste. Donc automatiquement, tu vas mettre les deux en difficulté. Là, tu le mets avec une défense type et tu le rajoutes lui. Donc automatiquement, autour de lui, c'est déjà plus cohérent. Devant lui, tu as un milieu de terrain qui est titulaire, c'est pas les deuxièmes couteaux qu'on a fait tourner pour un match comme l'année dernière contre Reims. Donc automatiquement, oui, le gamin est mieux. En tout cas, il est mieux entouré et donc il s'exprime mieux. Maintenant, juste pour revenir sur la formation, parce que ça a beaucoup fait parler, c'est un joueur qui a été formé en défense centrale, qui a, dans la fin de sa formation depuis 2018, plus joué latéral, mais qui a occupé tous les postes de la défense, de gauche à droite, dans sa formation. Donc en fait, ce n'était pas une découverte pour lui. Il l'a juste, en fait, on considère que c'est un latéral parce que les 2 dernières années, on va dire que s'il a joué 30 matchs, il en a joué 23 comme latéral droit. Donc oui, les 2 dernières années. Mais avant ça, il avait déjà été formé comme défenseur central. Voilà, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que tu as ce joueur qui peut jouer en défense centrale. Sur les matchs
entre guillemets, plus facile de Ligue 1, même si cette année, je ne sais pas s'il va y en avoir des faciles. Mais voilà, ça te permet d'avoir ce joueur-là et je pense qu'il mérite même aujourd'hui d'être essayé comme latéral droit. Voilà, il a montré des choses défensives, il a montré de l'allant. Pourquoi pas en tant que doublure à Florenzi aussi, puisqu'il peut jouer les deux postes. Et ça offre une solution de plus à Thomas Tuchel, qui, au lieu de mettre Danilo quand il va vouloir faire souffler Marquinhos, par exemple, eh ben, il pourra mettre le jeune Pembele. Ouais, c'est ça, Nico, ça offre une solution de plus pour Thomas Tuchel. On a vu qu'il avait répondu présent lors de son match. Il a été aligné dans une équipe, Yacine l'a dit, où il était mis en confiance avec des joueurs qui n'étaient pas en difficulté. Comment tu as jugé, toi, sa prestation à l'ami Timothée Pembele? Je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce qui a été dit. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, on en parle depuis un petit moment de Pembele, ce n'est pas une découverte. Par contre, forcément, on n'a jamais eu l'occasion de trop le voir. Moi, pour être honnête, je l'avais vu jouer une seule fois. Et donc, voilà, je n'avais pas une idée très, très précise. J'ai été bluffé par ses qualités, mais surtout, encore une fois, comme on l'a dit, par ses prises de risque, par cette capacité à jouer, j'ai l'impression, assez relâchée. On n'avait pas le sentiment qu'il découvrait la Ligue 1 et moi, j'ai vraiment aimé. Et puis, pour élargir un peu plus aux jeunes, c'est intéressant parce que c'est justement des joueurs qui, eux, n'ont pas cette fatigue à la fois mentale et physique que tu vas rencontrer avec les autres. On le voit, l'enchaînement Ligue des Champions, l'enchaînement du tournoi de Lisbonne avec la reprise de la Ligue 1, c'est très dur à gérer. C'est dur physiquement, on le voit partout. C'est dur mentalement parce que il n'y a pas eu de coupure et que tu sens que les joueurs ils sont pas vraiment dans des meilleures dispositions. Les jeunes, eux, ils n'ont pas ça, donc j'aimerais justement peut-être plus les voir, les Fadiga, les Ruiz, surtout Fadiga qui fait toujours des bonnes rentrées. Sur le match de samedi soir, je ne comprends pas qu'à l'heure de jeu, on ne le voit pas, par exemple, au milieu, parce que quand tu as un milieu qui part autant en cacahuète, justement, ce genre de joueur te ferait du bien. Donc, ça va peut-être donner des idées à Tourelle, cette performance de Pembele. Et lui, je suis sûr qu'on va le revoir très, très, très vite en championnat parce qu'il a réussi son examen de passage et que oui, il mérite de revenir très vite. Une première. Juste Fadiga, il n'était même pas sur le banc. Donc, il était en tribune, ouais. En tout cas, première réussite pour Timothée Pembele qui, on espère, en amènera à d'autres. Venons-en aux déclarations de Thomas Tuchel d'après-match. Mardi dernier, après la victoire étriquée face à Leipzig en Ligue des Champions, l'entraîneur allemand avait protégé ses joueurs en expliquant que seul le résultat et la victoire comptaient, non la manière. Mais samedi soir, Thomas Tuchel est enfin sorti de sa réserve habituelle et a pointé du doigt le comportement de ses joueurs et la prestation collective de l'équipe. Il a surtout fustigé la deuxième période, comme on l'a dit un peu tout au long du podcast. Je vous lis la déclaration de Thomas Tuchel et puis on en parle après. C'était au micro d'Olivier Talaran sur Canal+. Non, on ne peut pas jouer sans effort physiquement comme on a joué en seconde période, ce n'est pas possible. La première mi-temps était bonne, on a eu des occasions, on a suivi le plan, on a été discipliné, on a joué simple. On a manqué de sérieux pour finir le match, tuer ce match et d'être décisif. On a manqué de détermination aussi dans la surface adverse. Mais on a manqué de tout en seconde période. Discipline, attitude, effort, et là, on n'a pas suivi le plan. C'est logique qu'on perde la deuxième mi-temps, c'est mérité. Je protège toujours mon équipe normalement, mais je ne suis absolument pas d'accord aujourd'hui avec l'effort de l'équipe en seconde période. Pour moi, ce n'est pas nécessaire de perdre encore des points comme à Monaco la semaine dernière. De faire ça encore en deuxième mi-temps, ce n'était absolument pas nécessaire. Mousse, on était habitué aux déclarations de Thomas Tuchel qui protégeait son groupe, protégeait ses joueurs, encaissant plutôt pour lui, en se mettant plutôt une rivalité avec les journalistes pour peut-être esquiver un peu le sujet. Là, clairement, il pointe du doigt le comportement de ses joueurs, comme on a un peu dit dans le podcast, et je pense peut-être qu'il est un peu lésé et fatigué de défendre ses joueurs qui, eux, ne lui rentrent pas sur le terrain. C'est tout à fait ça. Ça faisait longtemps, effectivement, qu'on n'avait pas entendu le coach s'exprimer d'une manière aussi lucide et sincère, en plus. Parce qu'on sentait que les dernières sorties de Tuchel, elles étaient plus contre les médias ou contre ce qui semble lui appeler une sorte de cabale contre lui, son staff ou même le club. Et là, en fait, il a parlé terrain et il a souligné ce qu'on a tous vu, en fait. Donc, moi, j'ai plutôt bien aimé l'intervention de Tuchel. Quand il est lunaire, on le dit. Là, face à Olivier Talaron, il était plutôt calme. Et puis, il a répondu aux questions normalement. Et surtout, il a dit la vérité. Il n'a pas cherché à les défendre encore une fois. Et de toute façon, sur le comportement, on va en reparler après, surtout des deux offensifs.
Est-ce qu'il aurait pu dire autre chose? Tant on les a vus marcher lorsque Bordeaux récupérait le ballon, on les voyait marcher les deux. Il ne pouvait pas dire autre chose, mais au moins il l'a dit. Donc, est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que mercredi, on va avoir des changements forts? Moi, j'y crois pas beaucoup parce qu'il a quand même besoin d'eux. Il y a la qualification au bout. Mais est-ce que c'est à partir de ces déclarations, il va commencer peut-être à changer d'attitude envers ces deux petites starlettes et peut-être leur faire comprendre dorénavant qu'en Ligue 1, s'ils ne font pas les efforts, ils iront sur le banc. Ou bien, encore une fois, il se sent vraiment menacé et peut-être qu'il est au bord du précipice et qu'il a décidé de les lâcher parce qu'il a senti que eux l'avaient lâché quand lui les a toujours protégés. Donc voilà. Et je posais la question où justement sur Twitter, j'avais repris la déclaration de Thomas Tuchel d'après-match. J'avais dit donc j'étais d'accord avec son constat du soir sur le manque d'efforts défensifs, mais pourquoi il n'avait pas dit la même chose contre Monaco, contre Leipzig au match aller ou sur d'autres matchs similaires dans le contenu? Et Tripi Makonda, un ancien joueur du Paris Saint-Germain qu'on dialogue souvent sur Twitter, m'avait répondu parce qu'un coach doit protéger les joueurs, mais au bout d'un moment, quand il n'écoute pas ou refait les mêmes erreurs, Yacine, sanction verbale devant les caméras. C'est un peu ça, il veut les mettre un peu en évidence, en lumière, pour montrer que voilà, je vous ai défendu, j'ai pris pour moi, maintenant c'est à vous aussi de répondre et d'arrêter de me donner tort et voilà, de changer votre comportement. Alors oui, parce qu'en fait, il y a deux leviers quand tu veux avoir ton groupe avec toi. Il y a le levier affectif où tu les défends, coûte que coûte. Et puis à un moment donné, il y a le levier motivation où tu dis, bon, moi je vais dire l'inverse, je vais leur rentrer dedans et je vais les faire réagir. Sauf que dans les deux cas, en fait, tu n'as jamais la certitude de ce qui va se passer après. C'est juste un levier et tu vois le résultat après. Moi, je pense effectivement qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. On a souvent dit qu'il y avait la dissension Leonardo-Tuchel, mais que Tuchel avait plutôt son groupe avec lui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de s'accumuler, que le groupe n'est plus avec lui. Parce que j'avais parlé de la réaction de Kimpembe, le tacle à Leipzig. Pour moi, c'est un ras-le-bol de tout. Avec qui il joue en défense, de la manière de jouer des autres, du manque de réaction. Moi, je suis d'accord avec la déclaration de Tourelle, comme l'a dit Mousse, quand il dit n'importe quoi, on le dit. Là, il a été juste. Par contre, moi, j'ai envie de lui dire, mais si tu as vu tout ça, pourquoi tu n'as pas fait de changement? Si tu as vu tout ça, pourquoi tu n'as pas pris des décisions? Pourquoi tu fais des changements à la 85e? Parce que, ok, finalement, il a fait ce qu'on fait nous. Il a fait un constat. Mais sauf que lui, il a les moyens d'agir sur ces constats. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, tu as fait un Icardi à la 85e. Mbappé et Neymar, parce qu'il ne faut pas se mentir, quand il parle d'efforts, il ne parle pas de Verratti et de Rafinha, il les a sortis à la 60e. Et Verratti, on savait qu'il avait maximum 1 heure dans les jambes. Donc s'il parle d'efforts, il parle bien des trois de devant, parce qu'en plus, il a sorti Keane. Donc, si tu parles d'efforts, ils n'ont pas fait l'effort. Mais pourquoi ils sont encore sur le terrain? Donc voilà, moi j'ai envie de lui dire, pourquoi tu ne prends pas de décision? Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est que oui, il est en fin de contrat. Qui ne sera pas renouvelé à 99,9%. Mais en fait, pourquoi tu lâches pas tout? Qu'est-ce que tu en as à foutre que d'avoir un Mbappé qui va faire son cinéma comme contre Montpellier, d'avoir un Neymar qui fait la gueule? Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est comme ça sur le terrain, ils se foutent de nous. Donc prends tes décisions et fais ce que tu as envie de faire. Voilà, lâche tout. Il n'y a plus de politique, puisque de toute façon, que tu partes maintenant ou dans 3 mois, de toute façon, tu n'es plus l'entraîneur du PSG. Donc, vas-y, quoi. En tout cas, si tu fais le constat, c'est que tu l'as vu. Donc, va jusqu'au bout de ta démarche. C'est ça. Nico, c'est vrai que quand on se dit que Thomas Tuchel ne sera sûrement pas prolongé à 99,9%, pourquoi prendre encore, on va dire, des décisions politiques en ne faisant pas sortir certains joueurs, etc. On pourrait se dire, il est libéré, il est libéré, de toute façon, on sait que Leonardo ne veut plus de lui, qu'il sera remplacé. Donc lui, il pourrait se dire, bon, de toute façon, je fais comme je veux, et puis si j'ai envie de les faire sortir, je les fais sortir. Il y a un décalage entre sa déclaration et ce qu'il fait sur le terrain, comme le disait Yacine. Ça fait 18 mois qu'on ne comprend plus Tourelle. Et je pense que depuis quelques semaines, même Tourelle ne comprend plus Tourelle, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire qu'il est. On le voit de toute façon sur le banc, il est très passif. Il ne replace pas les joueurs, il fait très peu de changements. Il n'y a aucun changement de structure ou très rarement. Ça se fait de temps en temps à la mi-temps, mais en cours de match, il n'intervient plus. Donc, soit il donne des consignes, les joueurs ne les appliquent pas. Dans ce cas-là, Tourelle ne sert plus à rien. Donc, il faut qu'il s'en aille tout de suite. Soit il ne voit pas qu'il faut faire des changements parce que pour lui, tout va bien et qu'il n'y a qu'en fin de match, quand il passe devant Talaron, qu'il a un éclair.
Dans ce cas-là, il ne sert à rien pendant les matchs non plus. Et dans ce cas-là, il faut qu'il parte aussi. Donc de toute façon, moi, je vous ai déjà dit ce que je pensais. On perd du temps actuellement avec Thomas Tuchel. J'espère que Paris va se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions, mais c'est loin d'être gagné. J'espère qu'on ne va pas regretter en fin décembre ces atterrements, je suis fatigué, je vais mettre un autre mot, ce sera plus simple. Ces hésitations. Et voilà, ce n'est plus de toute façon l'homme de la situation, il le sait, le groupe le sait, le club le sait. Il est là parce que les caisses et les finances ne permettent pas son départ tout de suite. Donc, est-ce qu'il n'a pas aussi quelque part envie d'être tranquille sur sa fin de séjour parisien? Est-ce qu'il soigne un peu son image pour son prochain club? Est-ce que je sais pas, mais la seule chose dont je suis certain aujourd'hui, c'est que Tourelle doit vite partir parce que aujourd'hui, il apporte plus de problèmes que de solutions et à partir de là, ce constat est évident et pour moi, la conclusion, c'est un départ tout de suite, mais ça traîne. Mousse, est-ce que Oui, je voulais voulais est-ce que oui, tu as j'ai un complément de questions. Est-ce que tu as des informations, des choses qui ressortent, etc., toi de ton côté, avec les sources que tu as sur Tourelle, s'il aurait peut-être perdu une partie de son vestiaire ou s'il agacerait à Doha, alors qu'on savait que pour l'instant, il avait, on va dire, la jurisprudence Doha, comme c'est eux qui l'avaient choisi, l'ami Thomas Tourelle. Non, déjà sur le fait qu'ils ne sortent jamais les Neymar ou Mbappé, c'est déjà aussi qu'il veut la paix dans le vestiaire aussi un petit peu. C'est-à-dire que quand tu sors déjà Di Maria, qui est quand même un joueur influent dans le vestiaire, Di Maria, hein, on voit la réaction. Il fait la gueule, et ensuite il n'est pas titulaire, et quand il rentre, bah, il montre son mécontentement en ne jouant pas. Tu sors pareil, les deux, bah, tu sais très bien que déjà dans le vestiaire, bah, avec l'influence qu'ils ont, ils vont te mettre Tourelle à terre, ça c'est sûr et certain. Aux entraînements, pareil. Et puis en match, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc je pense aussi que c'est une des raisons, plus la raison qu'avait évoquée souvent Yacine. On se rappelle quand il avait sorti Mbappé et les histoires que ça avait fait sur le banc. Et il y a aussi une deuxième chose, il a raison, Nico. Il pense aussi peut-être aussi à son avenir. Il ne veut pas complètement se cramer parce que je pense il sait déjà qu'il a perdu beaucoup de crédibilité lors de son passage au Paris Saint-Germain et notamment sur son style de jeu. Donc moi, je pense qu'il ne veut pas non plus tout perdre. Quand vous dites 99,9%, non, il ne sera pas renouvelé à 100%. Et si jamais mercredi, il y a un résultat malheureux, imaginons que mercredi, on soit quasi éliminé directement avec la défaite, avec le jeu des autres résultats, ce qui est possible, je crois. Non. Non, on ne peut pas être éliminé mercredi. Bon, moi, je pensais qu'on aurait pu avec les histoires de goal average, etc. Mais s'il y a un mauvais match mercredi, il restera une dernière chance la semaine d'après face à Başakşehir. Pour moi, s'il y a un mauvais résultat demain et que face à Başakşehir, on sort de la Ligue des Champions, pour moi, il n'y a pas de suspense. Il y a la trêve juste après, il partira pendant la trêve. Ça ne pourra pas être autrement. Moi, je pense que Doha attend la fin de la phase de groupe pour prendre une décision. Si jamais, par bonheur, on est qualifié, bon, bah, je pense qu'il n'y a pas de suspense. Hein. Il continuera, il se la évitera de débourser quelques millions d'euros. Si on est éliminé après la phase de Ligue des Champions, il n'y a aucun intérêt pour Doha de le garder pour finir et pour gagner la Coupe de France et la Ligue 1. Il va falloir préparer la saison d'après, tu vois. Tu n'as aucun intérêt non plus de le virer si tu es éliminé, puisque de toute façon, ta saison, tu sais qu'elle est finie. Bah non, tu te trompes. Pour les Qataris, l'image est désastreuse si tu continues avec un Tuchel en roue libre et si tu continues à faire des matchs nuls et perdre des matchs en Ligue 1, notamment là, on va faire un match contre Montpellier. Ce n'est pas une équipe facile. Hein. Donc, si tu gardes Tuchel en deuxième partie de saison et que tu perds en même temps la Ligue des Champions, ça va être 6 mois catastrophiques. Et ça, Doha ne veut plus voir ce genre de match. Donc, moi, je pense que c'est utile, même en cas d'élimination, de le virer. Il faut préparer la saison prochaine, emmener un nouveau coach et puis aussi faire un état des lieux, quoi, tu vois. Juste, j'ai pas dit 100% parce que depuis la prolongation de Kurzawa, je ne dirai plus jamais 100%. Je vais le dire. La nuance est importante, tu as raison de préciser. L'argument est bon. Ouais, ça me faisait penser quand vous parliez de Neymar et Mbappé qui n'étaient pas sortis. Je ne sais pas si vous avez vu cette scène lors du match Liverpool-Brighton où Mohamed Salah est sorti à la 64e par Jürgen Klopp et il était très énervé, voire plus que Di Maria mardi contre Leipzig, où il a fait une sorte d'agacement, où il a un peu jeté son manteau, jeté son kawaii. Il n'a pas adressé un seul regard pour Jürgen Klopp. Et il y avait ces déclarations de Jürgen Klopp parce qu'on parle de son traitement, de comment il gère son groupe, etc., qui est plutôt un modèle d'entraîneur. Jürgen Klopp, il avait répondu en conférence de presse pour dédramatiser un peu.
Le jour où Mohamed Salah sourira en quittant le terrain, alors c'est vraiment quelque chose n'ira pas, donc je comprends à 100%. Ça permet en même temps je pense, d'évacuer le problème. Et c'est pas la première fois hein, pour Mohamed Salah. Oui. Et rappelez-vous, l'année dernière, Sadio Mané qui avait une réaction parce qu'il avait sorti Mané à la place de Salah, évidemment. Mais sauf que pour ces deux joueurs-là, à la rigueur, eux, ils donnent tout sur le terrain. Donc, tu vois ce que je veux dire? Quand c'est Mbappé ou Neymar, là, tu peux leur dire, mais attendez les gars, au moins, prouvez, faites déjà le taf sur le terrain pour vous énerver. Mais on vous sort parce que vous êtes nuls et vous osez faire la gueule. Pour Mané et Salah, c'est quand même un peu différent. Mais Mousse, oui, ça va même plus loin pour Mbappé Neymar. Mbappé, tu le sors quand il marque 3 buts, tu le sors à la 91e, il fait la gueule et on en parle une semaine dans les vestiaires, dans la presse. Ça traduit quand même un égoïsme, un ego, beaucoup de choses qui ne vont pas et qui ne t'aident pas dans ton collectif, ce genre de comportement. Après, c'est normal qu'un joueur ne soit pas content de sortir. Moi, quand toi, ça ne m'a pas choqué de voir Di Maria qui faisait la tronche. Tant mieux qu'il ne soit pas content de sortir, c'est même logique. Mais effectivement, déjà, il y a le contexte de ta sortie. Si tu fais la gueule quand tu as marqué 3 buts et que tu gagnes 5-0 à la 91e, au secours. Et puis quand tu n'es pas bon, bah, tu fais la gueule, tu n'es pas content. Et puis le match d'après, tu montres qu'il a eu tort. Là, le match d'après, c'est la même chose, ils sont encore mauvais. Mais c'est complètement révélateur du comportement, du caractère de ces joueurs-là. Hein, et c'est un gros problème. Yacine. Ouais, il y avait juste une différence en fait. Pourquoi j'avais dit à l'époque de Mbappé, je dis comme tout le monde, c'est-à-dire que oui, c'est normal quand tu sors, tu as envie de jouer le match en entier. Même quand tu n'es pas bon, tu as envie de croire que tu vas finir bien, etc. Bref. Mais en fait, il y a une différence. C'est que regardez bien l'attitude de Klopp. Klopp, pendant que ses joueurs s'énervent, il reste dans son match. Et moi, ce qui m'avait posé problème à l'époque de Montpellier, c'est que Tourelle, pendant 2 minutes, en plein milieu devant tout le monde, il avait pris Mbappé dans ses bras. Et en fait, c'est là que tu vois que tu n'as plus le pouvoir. Parce qu'un joueur énervé, ça arrive tous les week-ends. Hein. Les mecs qui mettent des coups de pompe dans les bouteilles d'eau et tout, c'est à tous les matchs. Sauf qu'il y en a un qui se dit, c'est normal, mais on en discutera après. C'est pas le moment de faire du cinéma et j'ai un match à gérer. Et il y en a un autre qui a laissé son match 2 minutes et qui s'est parti de s'occuper de la diva, on lui dire non, calme-toi, je t'ai pas sorti parce que tu étais mauvais, c'est parce qu'il y a des matchs. Voilà. Et c'est là la vraie différence. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'Mbappé a pris le pouvoir. Parce que le coach, il doit pas. Il a un 11 à gérer à ce moment-là. En plus, il y a un staff, à la limite, qu'eux, ils le prennent, ils disent viens, énerve-toi, tape dans les bouteilles, tape dans la porte si t'as envie, on s'en fout. Mais toi, occupe-toi de ton match. Lui, il s'est plus occupé de son match. Ouais. On l'avait jamais vu faire ça avec Cavani, par exemple, quand il le sortait. Mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Klopp a terminé son intervention sur Salah en disant « Il n'aime pas ça, je sais, mais c'est comme ça. » Voilà, donc il a vite tranché dans la gestion de son groupe. Mais c'était important quand même de souligner parce que c'est quand même des mêmes égos de joueurs, on va dire, à gérer, Mohamed Salah, etc. et Sadio Mané, qui lui aussi s'est déjà énervé d'être sorti. Donc le parallèle était intéressant. Projetons-nous maintenant, messieurs, sur le match de Ligue des Champions qui arrive mercredi soir à 21h. La finale du groupe H, on va dire quand même. Alors on a parlé un peu de finale aussi la semaine dernière, mais c'était surtout en cas de défaite pour le Paris Saint-Germain. Là, le Manchester United est leader de la poule là, avec 9 points. Le PSG est deuxième avec 6 points. Ça va clairement se jouer dans ce match-là, parce qu'après, il y aura un match, le PSG, il restera l'Istanbul Başakşehir. Donc on peut penser que ce sera 3 points obtenus. Mais là, pour jouer en tout cas la première place, on peut penser aussi que Leipzig gagnera contre l'Istanbul Başakşehir. Mais bon, rien n'est joué d'avance. Mais faisons un point sur l'adversaire du Paris Saint-Germain, Manchester United, qui a joué hier après-midi, Mousse, contre Southampton. Victoire 3-2. Ils perdaient 2-0 à la mi-temps. Et puis, Edinson Cavani est rentré à la pause à la place de Greenwood. Et il a complètement renversé la situation avec 2 buts et une passe décisive. Il a mis beaucoup d'activité, beaucoup d'énergie. Il a dézonné, etc. Il s'est beaucoup déporté côté droit. Bon, comme on le connaît, Edinson Cavani dans son style. 2 buts de renard des surfaces, une belle passe pour Bruno Fernandes. Anthony Martial est revenu blessé du rassemblement avec les Bleus. Il n'était pas dans le groupe hier, Pogba non plus. On peut penser d'ailleurs, les médias anglais le disaient, que Edinson Cavani serait sûrement titulaire contre le Paris Saint-Germain mercredi. Mais en tout cas, Mousse, toi, tu as regardé le match. Il y a un article de fait sur Paris United pour débriefer le match de Manchester United. Comment ils ont été les Mancuniens hier après-midi avant leur match contre le PSG? Bah écoute, a priori en première mi-temps, c'était. Alors j'ai vu quelques bouts du match. C'est surtout un de nos rédacteurs qui a suivi le match en entier, qui a fait un excellent papier. Je remercie Yanis Boudjelan, que vous pourrez retrouver son papier sur parisunited.fr. Et il fait un vrai débrief du match. Et ce qu'il expliquait, en fait, c'est qu'en première mi-temps, en termes de jeu, Manchester n'a pas été dégueu, hein, en fait. Hein. C'est juste qu'il y a eu quelques erreurs, notamment en défense. Southampton a su en profiter. De ce que j'ai compris dans le papier de Yanis,
c'est qu'en effet, sur les ailes, il y a quand même moyen de faire des choses. Ils ont beaucoup été pris sur les côtés par les joueurs de Southampton. Il faut aussi préciser qu'il y avait pas mal d'absents, tu l'as dit. En fait, Martial, il aurait dû jouer, mais il est tombé malade la veille. Et Paul Pogba non plus n'était pas aligné. Je crois qu'il manquait McTominay, il manquait pas mal de monde quand même. J'ai fait une erreur. C'était Paul Pogba qui est revenu blessé du rassemblement avec les Bleus et Martial qui est tombé malade dans la nuit. Voilà. Exactement. Donc, écoute, ils ont fait plutôt une meilleure deuxième mi-temps, Manchester. Bon, effectivement, ils étaient menés 2-0. Et je crois que c'est vraiment dans les arrêts de jeu que Cavani met le troisième but. Écoute, ils étaient 11e de Première Ligue avant la rencontre face à Southampton. Pour moi, c'est pas une équipe imprenable, bien au contraire. Encore une fois, il y a des largesses défensives dont le PSG pourra profiter si ils sont sérieux et si effectivement tu lâches la balle un peu plus vite. Et là, si Verratti est titulaire, il aura un rôle très très important. Paredes, pareil. Écoute, moi, je suis confiant et en même temps, j'ai quelques craintes sur tout partira du comportement des Parisiens, en fait. C'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. C'est-à-dire que si on voit un comportement comme ce qu'ils ont fait samedi face à Bordeaux, bah écoute, y a peu de chances qu'on remporte ce match, parce qu'il y a quand même quelques arguments en face. C'est notamment un Bruno Fernandes qui est en feu en ce moment. Il y a sans doute un esprit de revanche que Cavani aura, ce qui est normal, même s'il aime beaucoup le PSG, mais les conditions dans lesquelles il est parti font qu'il va vouloir absolument marquer contre son ancienne équipe. Et moi, je pense effectivement que moi, je suis Solskjaer, psychologiquement, je mets Cavani face à son ancienne équipe. Il faut qu'il. Voilà, c'est logique. Donc, écoute, on verra mercredi, mais ça ne sera pas un match évident quand même. Non, c'était Greenwood qui avait commencé. Il a eu beaucoup de problèmes dans la finition. Il a loupé énormément d'occasions, qui fait que Solskjaer a vite rectifié le tir à la mi-temps en faisant rentrer Cavani. Yacine, tu le sens le but de Cavani mercredi? On le rappelle, Coman avec le Bayern en finale qui a marqué. Nkunku, j'avais dit en début de podcast, Nkunku, Yacine Adli. Bon, après, PSG qui marque contre son ancien club, c'est écrit, quoi. Ouais, mais Cavani, il n'a pas été formé au PSG. Mais c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, quand même. Ouais. Je le sens. De toute façon, je pense que vu comment Paris défend, de toute façon, je pense qu'ils encaisseront un ou plusieurs buts. Après, j'espère que Maguire jouera cette fois. Parce qu'à l'aller, il n'avait pas joué et ça va être un problème pour nous. Il va nous mettre un but, tu vas rien comprendre. Sérieusement, je pense que moi, je reste sur ce que je dis depuis plusieurs mois. En fait, il n'y a qu'une chose qui fera la différence, c'est l'état d'esprit. Si les joueurs ont envie de jouer les uns pour les autres et de travailler ensemble, encore une fois, moi, je vois Manchester régulièrement. En fait, Manchester, c'est exact. Le match d'hier, il résume un peu leur saison, c'est-à-dire que c'est une équipe de coups d'éclat. Ils sont capables d'être menés 2-0 et de gagner 3-2, mais ils sont capables aussi de prendre 3-0 propre et il n'y a rien à dire et ils n'ont pas existé du match. Et avec la même équipe, le même 11. Donc, voilà, c'est Manchester. Régulièrement, en rigolant, on dit Solskjaer, en fait, il sauve sa tête tous les 6 mois sur un match référence. Alors, il y a eu Paris. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais au moment où on se dit, tiens, finalement, c'est peut-être le moment, bim, il te sort un match. Voilà. L'année dernière, il se qualifie en Ligue des Champions à la dernière journée. Je rappelle qu'il est derrière tout le monde au moment d'affronter Leicester. Il est 5e du classement. Il bat Leicester, dernière journée, il finit 3e et il est en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est Solskjaer. Donc en fait, tu ne sais pas le Manchester que tu vas affronter. Maintenant, si les joueurs ont envie de courir, de défendre ensemble et de jouer simple, encore une fois, il y a largement la place. S'ils ont envie de faire leur cinéma, de ne pas défendre, de jouer que quand ils ont le ballon, et en plus de jouer tout seul quand ils ont le ballon, de toute façon, Manchester ou pas Manchester, à la limite, ce serait Stoke City, je te dirais la même chose. C'est pas la peine d'y aller. Voilà, tu repartiras de là-bas avec une défaite et c'est tout. Nico, je me rappelle d'un podcast ici même où on avait parlé. Pas, les gens lui rappellent souvent. C'est pas gentil, Hugo. Hein, on avait parlé de l'avant-match et tu m'as dit ouais, Manchester, c'est faible, ça on va gagner facilement. Comment tu vois le match retour, Nico? Écoute, je trouve que Manchester, c'est une grosse équipe et ça va être très très dur. Non, mais le pire, c'est que je vais maintenir ce qu'on a dit. Et d'ailleurs, Yacine vient de le dire. C'est une équipe qui n'est pas régulière, qui passe à côté.
J'ai pas vu le match d'hier, mais voilà, il tourne à 0-2 à la mi-temps, donc ça veut quand même dire des choses, tout ça. Après, un PSG qui est dans le bon état d'esprit, avec des joueurs qui sont tournés vers le collectif, bah, je reste persuadé que le PSG est largement supérieur. On l'avait vu d'ailleurs là-bas, hein, quand on avait été gagné 2-0. Il n'y avait pas eu photo, je trouve. Après, si on a le PSG qu'on voit ces derniers temps, déjà qui joue qu'une mi-temps et puis qui se repose uniquement sur deux joueurs qui ne jouent qu'entre eux, ne lâchent pas le ballon et ne défendent pas, dans ce cas-là, tu vas être en grosse difficulté. Après, moi, la seule vraie crainte que j'ai sur ce match, c'est d'avoir un Danilo en défense et un Marquinhos au milieu. Parce que si Danilo doit prendre les appels de balles de Cavani à la vitesse, on est très très mal. Après, pour le reste, je suis très mauvais pronostiqueur, donc je ne vais pas dire que Paris va se balader et va gagner, parce qu'on va encore m'en vouloir. Donc je ne vais rien dire, mais je ne suis pas aussi inquiet que les autres, et je pense qu'on va avoir une soirée, peut-être pas forcément belle, mais en tout cas pas trop mauvaise. Voilà, je me mouille pas trop. Bon, le PSG est éliminé Ligue des Champions, c'est officiel. Voilà, c'est fait, vous pouvez le cocher. Mousse. Oui, pour Marquinhos, moi je pense que Marquinhos jouera en défense centrale avec Kimpembe parce que Tuchel a parlé de Danilo, il a dit qu'il était mort. Donc, moi je pense que physiquement, il ne va pas prendre de risques. Je pense vraiment qu'il mettra Marquinhos et Kimpembe parce que c'est la meilleure charnière centrale. Et ça se trouve, Danilo ne sera même pas aligné. Vu le match qu'a fait Paredes, qui était plutôt intéressant en première période face à Bordeaux, il serait bien heureux que l'ami Tuchel reconduise un peu le même milieu de terrain, même si ça tient 50 minutes, hein, comme on l'avait déjà dit face à Leipzig, c'est ce qu'il aurait dû faire. Donc moi, je pense que non, il va arrêter ses bêtises et il va retrouver un peu de lucidité et nous mettre Marquinhos avec Kimpembe. Juste avant Cassine, parce que je pense que Cassine a des trucs à dire aussi, mais si déjà tu n'auras pas le même milieu de terrain, parce que je suis sûr que Herrera jouera, parce que tu vas avoir besoin quand même de joueurs au profil un peu plus défensif. Donc je pense que Rafinha sera sacrifié sur ce match-là. Et après, on va se retrouver avec toujours le même problème. Les trois de devant, dans ce cas-là, qui tu mets les trois? Donc Di Maria qui a fait la tronche, tu le remets sur le banc, tu vas le perdre. Si tu mets Paquin, tu te mets en grande difficulté. Moi, je pense qu'il le mettra sur le banc. Moi, je pense que Di Maria ne va pas démarrer. J'espère honnêtement qu'on n'aura pas Di Maria si tu as les trois de devant, parce qu'encore une fois, et Yacine a très bien dit, Keane désormais, par rapport à ses mouvements, par rapport à son activité, il est mais indispensable si tu mets Di Maria. Si tu mets Di Maria, c'est plus du tout la même. Hein. Et on l'a vu en fin de match face à Leipzig. Hein, voilà. Donc là, tu avais un vrai buteur et il y avait quelque chose devant. Donc logiquement, alors sauf s'il fait marche arrière, l'ami Tuchel, pour ne pas perdre Di Maria, mais la logique voudrait qu'il laisse encore une fois Di Maria, vu son entrée en jeu, et qu'il mette un mec qui court et qu'en veut un peu plus. On parlait du milieu de terrain, Yacine, pour conclure le podcast du Paris Saint-Germain, mais aussi parlons du milieu de terrain qu'il pourrait y avoir en face, parce que Solskjaer a souvent changé de formule. Là, hier encore, il a aligné un milieu en losange qu'on a eu l'habitude de voir, notamment en Ligue des Champions, avec Fred, Bruno Fernandes, Matic et Van de Beek, avec Rashford et Greenwood en pointe, mais il peut aussi jouer avec un milieu à 3, donc à voir si Pogba sera de retour, avec un Fred, avec un Bruno Fernandes, etc. Le milieu de terrain de Manchester United peut évoluer et ça, je pense que ça jouera aussi sur la composition de départ du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, il a plusieurs formules et il faudra répondre présent parce que dans l'impact au milieu de terrain, Manchester, ils en mettent. Ouais, et puis je pense surtout qu'ils ont un joueur aujourd'hui. Alors, quand il va s'adapter, ça commence à aller, mais c'est pas encore le Van de Beek de l'Ajax. Mais le Van de Beek, justement, c'est qu'il est capable de jouer un cran plus haut, il est capable de jouer dans les trois du milieu. Et en fait, il t'amène ce lien, mais il est aussi capable de finir certaines actions. Donc, en fait, il va permettre aussi à Bruno Fernandes de ne plus être le seul dépositaire du jeu, puisque Pogba, malgré tout, même s'il a fait des belles prestations d'équipe de France, à Manchester, on voit bien que Solskjaer ne compte plus forcément sur lui. Alors là, il est blessé, mais même avant, il était très souvent remplaçant. Voilà, donc oui, Manchester, je pense qu'ils ont, au milieu de terrain, gagné un truc, c'est qu'ils ont de l'impact, mais ils ont gagné en technique avec Van de Beek. Et effectivement, c'est là où ça va être un problème, c'est-à-dire que Paris ne peut pas laisser le ballon à Manchester en se disant on va les laisser jouer, parce que là, tu as une équipe qui est capable de te faire mal au niveau de la passe et qui a aussi une qualité de frappe un peu à mi-distance. Donc, tu ne peux pas les laisser jouer. Et voilà, c'est pour ça que après, ça dépendra encore une fois de ce que Manchester va faire. Rappelons-nous que régulièrement, dans certains gros matchs,
Solskjaer face à une défense à 3 aussi. Donc, voilà, c'est plus, est-ce que Solskjaer va partir sur cette défense à 4, comme il a eu hier, en se disant mon milieu de terrain c'est ça, ou est-ce qu'il va se dire on part à 3 pour justement laisser plus de liberté à mon milieu de terrain? Ça va être une des clés. De toute façon, moi je reste persuadé que la clé du match, elle est dans la première heure, sur la maîtrise du ballon, mais sur la différence dans tes temps forts. Voilà. Paris ne peut plus manquer d'efficacité comme il le fait depuis le début de l'année. Et il ne faut pas oublier une dernière chose, c'est que le score va être important. Parce que tu peux te retrouver mercredi soir avec 3 équipes à 9 points. Et donc, Paris est devant Leipzig au goal average particulier. Et en fonction du résultat, Paris sera devant ou pas devant Manchester. C'est-à-dire que si Paris gagne que 1-0, ils auront le même nombre de points que Manchester, mais ils seront derrière à la différence de but particulière. Ils ont marqué 2 buts à l'extérieur, Manchester. Voilà. Donc, malgré tout, alors évidemment, il y a d'abord la victoire à aller chercher. Mais le score peut être important. C'est-à-dire que quitte à prendre des buts, le match, tu peux le gagner 4-3. Du coup, tu passes devant le Manchester. Même si tu as pris 3 buts. Tu vois? Donc, il y a ce calcul-là. Tourelle nous a parlé de la double confrontation Leipzig-PSG. Ben, là aussi, c'est aussi un calcul vu la tournure du groupe, en fait. Et le match nul serait une catastrophe aussi. Hein. Ouais, ce serait pas un bon résultat. Nico, pour conclure. Ouais, il y a aussi un truc, c'est que Leipzig joue avant. Leipzig joue à 19h mercredi. Ouais. Ah, je savais pas ça. Je vais être super optimiste, mais si tu fais le même résultat que Leipzig, tu es quasiment qualifié, parce qu'on part encore une fois dans l'idée que le dernier match contre les Turcs à domicile, ça doit être une formalité. Donc, tu peux être en bonne position avant le match, comme tu peux être déjà sous pression, parce que si Leipzig gagne en Turquie au coup d'envoi, c'est plus du tout la même histoire. Donc, ça commence à 19h la soirée. Ouais, bah rendez-vous, vous l'avez compris, rendez-vous mercredi donc pour la Ligue des Champions pour le résultat dans ce groupe H avec le match de Leipzig à 19h et puis le Paris Saint-Germain qui jouera à 21h à Old Trafford contre Manchester United. On se donnera rendez-vous évidemment dans le podcast jeudi matin pour débriefer tout ça. Donc voilà, on a été complet aujourd'hui pour parler du match de Bordeaux et de la projection donc, contre Manchester qui a lieu dans 2 jours mercredi. Merci, je voulais vous remercier les gars, Mousse, Yacine et Nico d'avoir été avec moi. Encore merci pour la qualité de vos interventions et de vos analyses. On se donne rendez-vous donc jeudi matin pour le débrief de ce match et puis on espère avoir des sourires, le smile pour une possible équipe à 9 points avec le Paris Saint-Germain. On se donne rendez-vous donc jeudi matin. Salut à tous, ciao. Merci à tous. Ciao. Ciao.